Il ne s'écoule pas un jour dans les médias sans que l'on parle de santé au plan individuel, mais aussi au plan collectif. Jamais auparavant, la santé publique n'aura été source de tant de préoccupations pour les pouvoirs publics, l'administration et les médecins. Pourtant, derrière ce concept de santé publique et l'humanisme qui l'inspire, se cachent des motivations plus économiques, voire utilitaristes. Même si la vaccination des populations a souvent permis d'éviter des catastrophes sanitaires ou d'éradiquer des maladies, la gestion des risques de santé au plan collectif pose des problèmes éthiques non négligeables, notamment en ce qui concerne le dépistage, mais aussi l'organisation des soins, le coût de la santé et les choix que cela entraîne. Pour parler de ces questions, j'ai invité aujourd'hui Simone Di Nicola. Simone Nicola, vous êtes directrice adjointe de l'hôpital de Martigues, vous êtes secrétaire générale de la MNH, qui est la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de santé et du social, et vous êtes également la vice-présidente de l'Union régionale de la mutualité française, PACA. Vous êtes particulièrement chargée de la prévention, je crois. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie. Vous enseignez l'éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille, où vous êtes maître de conférences. Vous êtes aussi le directeur de la rédaction de la revue Forum, qui est la revue de l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes membre du Comité national d'éthique et vous venez de publier chez Vuibert « Le médecin et la mort, une approche éthique et philosophique ». À côté, en face de vous, Jean-Louis Sammarco. Jean-Louis Sammarco, vous êtes praticien hospitalier, professeur de santé publique à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le président de l'INPES, l'INPES, qui est l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Vous êtes aussi le président du CODES, c'est-à-dire en fait la même chose que l'INPES, mais au plan régional. Et puis du CRS, c'est-à-dire la conférence régionale de santé. À côté de vous, Jean-Robert Harlet. Jean-Robert Harlet, praticien hospitalier, chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes professeur de sémiologie à la faculté de médecine de Marseille, responsable de l'organisation de l'enseignement du 3e cycle et très récemment vice-doyen de la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen. Donc pour commencer, nous allons parler de santé publique, c'est le thème général de ces émissions, mais je voudrais qu'on ait, pour ce premier épisode, si je puis dire, une réflexion sur la santé publique et notamment savoir un peu cette idée de santé publique n'est pas une idée tellement récente, Jean-Louis Sammarco. Ce n'est pas une idée très récente, ça a quelques années, quelques dizaines d'années, un siècle et demi. En gros, c'est né de la nécessité, comme souvent, quand la médecine est devenue efficace. Tant que la médecine ne servait à rien, tous les gens étaient médecins, il n'y avait pas de problème, et ils servaient à accompagner, ce qui n'est pas négligeable, mais en termes d'efficacité, nul. Quand ils ont commencé à devenir efficaces, ils sont devenus spécialistes. Pour améliorer leur efficacité, ils ont réduit leur champ. L'homme a disparu, et aujourd'hui, l'organe a disparu. Ils sont des sur-spécialistes. Et il a été nécessaire de mesurer l'efficacité, d'une part, de savoir à quoi on servait, de savoir quelles étaient les priorités, et d'avoir un certain recul. Et puis, il a été nécessaire également de supprimer le simple réduction biomédicale, un agent, un sujet et une maladie, pour essayer de voir d'une vue plus large quels étaient les problèmes qui géraient la santé et éventuellement la maladie. Donc d'avoir une vue plus globale, à la fois en termes de population d'une part, mais en termes de conception d'autre part. Et c'est ça, la notion de santé publique, plus que les notions plus restreintes, administratives ou économiques qu'on attribue en général à cette définition. Donc, en d'autres termes, regarder la population en général, voir comment elle se porte, si je puis dire, plutôt que l'individu en particulier, ou l'individu et la population de façon les deux conjointe. choses. Les deux choses. Pour mesurer une histoire médicale, sanitaire, pathologique, quand on soigne un malade et on ne s'occupe pas du reste. Quand on essaye de comprendre ce qui se passe, le malade en tant que tel ne suffit pas. Il faut une population pour qu'on puisse essayer de comprendre ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que cet individu, il n'est pas isolé et il n'est pas perdu. Et il est nécessaire de savoir quels sont les déterminants qui ont fait qu'il était malade. Bien sûr, la rencontre avec l'agent, le germe par exemple, entre autres, mais aussi pourquoi on est malade à tel endroit plus qu'ailleurs. Qu'est-ce qui le protège, qu'est-ce qui l'expose? Et donc d'avoir une conception plus holistique, comme dans notre jargon, c'est-à-dire plus globale, de tous les problèmes qui font qu'on est en bonne santé ou qu'on est malade. Ok, donc si je comprends bien, la santé publique, c'est en partant de l'individu, de la personne spécifique, du cas particulier, on arrive à comprendre le collectif. On essaye. On essaye à comprendre le collectif et donc
gérer ensuite, j'imagine, le risque au niveau collectif, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, l'idée d'hygiène publique, ça c'était plutôt quelque chose d'ancien et d'utilitariste en quelque sorte, Pierre Lecause. C'est vrai que le terme hygiénisme est apparu en même temps que celui d'utilitarisme au XIXe siècle, comme le professeur Sammarco l'a rappelé à l'instant. Hygiène, il ne fallait pas entendre seulement ce terme au sens réduit de la propreté, mais également de la lutte contre les fléaux, l'alcoolisme, la malnutrition, les taudis. Et à partir de là, on a vu se développer une philosophie en rapport avec cette nouvelle pratique sociale, à savoir une philosophie utilitariste, c'est-à-dire chercher ce qui est utile à la société, à savoir que les individus se comportent d'une manière rationnelle dans la recherche de leur bonheur. Et la recherche du plaisir, de la qualité de vie est légitime, mais si elle ne fait pas barrage, si elle n'entrave pas la recherche du bonheur collectif. Alors l'un des aspects éthiques que pose cette philosophie est celui de ces malades qui ne sont plus rentables. C'est-à-dire ces malades pour lesquels on va investir beaucoup d'argent, tout un arsenal thérapeutique, alors que leur espérance de qualité de vie devient faible. Et les anglo-saxons qui ont promu cette philosophie utilitariste ont forgé ce concept tout à fait significatif de too old, hein, celui qui est trop vieux, c'est-à-dire qui n'est pas le malade rentable. Voilà, pour planter le décor éthique, les questions... C'est vraiment le cas de le dire. Jean-Louis Sammarco. Je crois que c'est important. Et je voudrais revenir sur l'image du mot hygiène dans notre population. Entre le seau hygiénique et le papier hygiénique, c'est pas terrible. Or, Hygie, qui a donné sa naissance, c'est une des filles d'Esculape, l'autre étant Panacée. Donc il y a la fille du traitement, Panacée, et la fille de la jeunesse, de la beauté, du plaisir et de la vie, qui est Hygie. Et c'est à elle qu'on a dédié cette hygiène qui était le bonheur et la qualité de l'existence, comparée à Panacée qui s'occupait du soin. Et notre culture très thérapeutique, panacéenne, et abusivement panacéenne, a un peu négligé la vision du bonheur, de la qualité de vie, de l'espérance que représente l'hygiène, ou que devrait représenter l'hygiène. Ok, mais malgré tout, il y a quand même cette, comment dirais-je, idée, ce non-dit qui sous-tend cette idée de santé publique, c'est qu'il faut des gens qui soient rentables pour la société, donc il faut qu'ils soient en bonne santé. Quelque part, ça c'est un petit peu considérer les personnes comme finalement un facteur économique comme d'autres, et puis on fait en sorte que l'addition soit positive à la sortie, en quelque sorte, non? On peut dire ça? C'est un peu le paradoxe de la santé publique, puisque, en effet, on va faire en sorte que les individus se comportent de façon plus rationnelle, qu'ils fument moins, qu'ils s'alimentent mieux. Donc, on les amène à vivre de mieux en mieux, puisqu'ils se soignent mieux. Mais du coup, aussi, il y a tout un ensemble de pathologies qui vont apparaître du fait du grand âge. Et donc, on va avoir ce paradoxe que en quelque sorte, la nature ne va pas nous laisser tranquilles, quoi. Voilà, et que s'il avait beaucoup fumé, il serait mort à 50 ans, et donc tout l'argent qu'il va consommer, si vous voulez, pour les dernières années de sa vie, on va finir par le perdre quand même. Donc ça, c'est pour dire les limites et les problèmes que pose le concept de santé publique. Ok, alors on va examiner ça aussi sous une perspective un peu plus joyeuse, et parlons un petit peu des domaines que couvre la santé publique aujourd'hui. Peut-être un mot, Jean-Louis Sammarco, puis après Jean-Robert Harlay, Jean-Louis Sammarco. Les domaines de la santé publique, je crois que j'ai donné les clés de lecture. C'est tout ce qui est la mesure. Donc il va y avoir l'appréciation, quels sont les problèmes sanitaires qui se posent, quels sont donc, et parmi ces problèmes, ceux sur lesquels on peut agir, parce que s'il y a des problèmes mais qu'on n'a pas de solution, ce n'est pas la peine de s'y attaquer. Excusez-moi, mais il faut être utilitariste là. Donc il y a les soucis des priorités, des sélections de priorités. Ensuite, il y a l'appréciation de l'efficacité de notre, ou de l'absence d'efficacité de nos actions, avec le retentissement que ça a. Vous le disiez tout à l'heure, si nous soignons mieux, s'il y a plus de vieux aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne meurent pas jeunes. Et s'ils ne meurent pas jeunes, c'est qu'ils vivent mieux et qu'éventuellement, moins qu'on le dit, mais parce qu'ils sont aussi bien soignés. Et de ce fait, se pose un nouveau problème, et qui est vraiment un problème nouveau auquel notre société n'a jamais été, aucune société n'avait jamais été confrontée, l'émergence d'une population âgée. Et ça pose des problèmes fascinants.
Alors, Jean-Robert Harlay, ça concerne finalement tous les médecins. J'allais dire, cette médecine de santé. Vous êtes interniste, donc la médecine interne, c'est quelque chose d'assez général, avec un regard un peu global sur l'individu. Vous êtes là pour dépister des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Donc la santé publique, ça concerne finalement tout le monde, vous en particulier, j'allais dire. Ça concerne surtout la population, et donc les individus, les malades en particulier, mais l'ensemble des individus globalement. Je voudrais renverser ce que vous dites et dire que le médecin de santé publique a à l'évidence, besoin d'être un médecin prioritairement, pour la raison que lui doit connaître les avancées, les possibilités thérapeutiques qui s'offrent à l'ensemble de la médecine en général. Il est clair qu'il n'aura, comme le dit Jean-Louis Sammarco, à mesurer les effets positif d'une avancée thérapeutique qu'à la condition de la connaître. Et donc, il est tout à fait évident qu'il a besoin de savoir pourquoi il est utile de faire baisser le taux de cholestérol chez une personne avant de se poser la question de l'utilité sur l'ensemble d'une population. Est-ce que le vin rouge est nécessaire et utile également à la population? On doit revenir sur des considérations liées aux individus avant d'aller mesurer de façon collective et globale. Bien sûr, bien sûr. Alors, les organismes qui s'occupent de santé publique, on a cité quelques-uns que vous présidez, l'INPES par exemple, oui. Mais il y en a d'autres, j'imagine. Quels sont-ils? On peut avoir quelques idées, pas forcément tous, j'imagine qu'il y en a énormément. Non, je me méfie un peu de cette question et de la réponse que je peux donner parce qu'elle sera obligatoirement limitée. Mais on aurait tendance à penser à ce moment-là que c'est la liste des administrations en charge de... Effectivement, il y en a. Il y a des agences, et c'est important d'en parler. Mais ça n'est pas que ça. Ceci dit, il y a un certain nombre d'organismes. Alors, je dirais au départ, 2 organismes de recherche, l'INSERM et le CNRS, pour essayer de comprendre et d'améliorer. Ensuite, en termes d'administration, eh bien, il y a d'abord le ministère de la Santé, avec la Direction générale de la Santé et un certain nombre de ses déclinaisons, la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, et puis toute une série d'agences. L'AFSAPS, l'Agence de la sécurité des médicaments, l'AFSA, l'Agence de sécurité alimentaire, l'AFSE, l'Agence de sécurité de l'environnement. Vous allez me dire tout l'alphabet? Eh oui, non, mais si vous me posez la question, ne vous étonnez pas que j'y réponde, même si j'y réponds de façon incomplète. L'INVS, qui est la structure qui permet de surveiller la survenue d'accidents, etc. Il y en a comme ça toute une série. Mais ça fait des nombres d'agences incalculables. Il y en a encore beaucoup comme ça, Jean-Louis? Il en manque. L'administration de la santé était caractérisée par une pauvreté effroyable il y a 20 ans. Elle s'est très nettement améliorée. Elle est encore insuffisante. Alors, parlons un petit peu de la loi, parce que je crois qu'il y a une nouvelle loi, Simone Di Nicola, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et qui justement propose une organisation spécifique, qui finalement est l'organisation de la santé publique. Tout à fait. Donc, c'est la loi du 9 août 2004, qui est relative à la politique de santé publique. Donc cette loi, elle est essentielle car elle permet donc de bien définir le système de santé et de définir le rôle de l'État et conduire également une politique de prévention. Donc l'intérêt de cette loi, c'est de donner des objectifs de santé sur 5 ans et sur 10 ans et d'évaluer justement ces objectifs de santé au bout de 5 ans. L'autre intérêt de cette loi est de fixer des objectifs régionaux, donc au plus près de la population, et également des objectifs qui vont même sur les territoires, puisqu'on peut parler de la région PACA, où on a déterminé 25 territoires de santé, et il doit y avoir donc des plans de santé sur ces territoires. Est-ce que ces territoires, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire qu'il y a des pathologies différentes par territoire ou c'est plutôt une sorte de découpage administratif? C'est un découpage administratif. C'est un découpage administratif. Néanmoins, on se rend compte qu'il y a quand même dans notre région, certaines différences et des inégalités, même au sein de notre région. Bon, donc cette loi qui organise un petit peu la santé publique, elle met en phase en quelque sorte des territoires, des bassins de population, si je puis dire, avec des problématiques particulières, et elle essaye, à travers des comités, un certain nombre de structures, de trouver des solutions. C'est ça, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que le professeur Sammarco serait encore mieux placé que moi, puisqu'il préside la conférence régionale de santé, et donc c'est cette conférence qui définit un certain nombre de priorités. Donc je pense que donc vous faites il serait mieux. Vous siégez non, à cette conférence? non. Enfin, la mutualité française siège. Ce n'est pas moi personnellement, mais elle est représentée.
Ensuite, on sera également présent dans le GRSP et Le groupement régional groupement de santé publique. régional de santé publique. On reviendra tout à l'heure après. là-dessus Oui. parce que c'était Je très pense- important de parler des Tout à acteurs fait, justement de tout la à santé fait, oui, publique. mais le professeur Jean-Louis Sammarco, Sammarco, cette conférence régionale de santé que vous présidez. Elle vient d'être installée et son objectif est d'évaluer, de faire le point sur les plans qui sont présentés et d'en évaluer l'efficacité à intervalles réguliers. Mais il ne faut pas non plus que je vous raconte des histoires extraordinaires. Nous avons été installés le 9 décembre, notre première réunion a eu lieu en janvier, nous avons notre première réunion globale au mois de mars, enfin, on est en train de s'installer. Mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que disait Madame, à savoir l'organisation régionale et subrégionale de l'organisation des plans de santé et de leur évaluation à terme. Alors, le rôle des médecins de santé publique, en fait, on se pose quand même la question. Les médecins de santé publique, ce n'est pas des médecins qui soignent directement, ce n'est pas ceux qui sont directement avec le malade. Alors, c'est des médecins quand même, des médecins qui organisent. Ça tient à votre mauvaise définition de la santé publique. Vous essayez Excusez-moi. d'opposer les médecins de santé publique J'essaie aux de vous faire médecins. parler, Jean-Louis. Imaginons qu'un médecin ne s'occupe pas de santé publique. Ça voudrait dire, et ce serait complètement insultant et stupide, que les médecins s'occuperaient de la maladie et que moi je m'occuperais de la santé. J'assume, je prends, mais c'est grotesque. Il va de soi que les médecins sont les premiers agents de santé publique. Alors maintenant, la santé publique, je répète, c'est cette vision globale. Chacun, lorsqu'on a le nez dans le guidon, on s'occupe de son guidon et on pédale. Et puis ensuite, on s'occupe de son patient. vous de voulez son dire. patient Oui. quand on sait le patient, de son plan quand c'est un plan, de son évaluation. On a chaque fois, on est obligé de restreindre notre champ parce qu'on n'a pas de vision globale. Mais la vision de santé publique, c'est chaque fois la tentation ou la tentative de globaliser la vision. Et donc, chaque fois, de rattacher ce qu'on fait en tant que soignant, en tant qu'analyste, en tant qu'épidémiologiste, en tant qu'évaluateur, etc., de le mettre dans un cadre global. Et la tentation permanente, c'est de le réduire. Et quand vous dites la santé publique, en gros, vous le réduisez, c'est les médecins du ministère et les médecins de conseil de la sécurité sociale, ceux qui administrent et ceux qui payent. Et les autres, ils font quoi? C'est l'ensemble. Et c'est cette globalisation qui est difficile à faire, et parce qu'elle est difficile à faire, difficile à exprimer, ce qui explique votre incompréhension partielle. Merci de ces précisions. Jean-Robert Harlay, vous voulez rajouter une couche? Exactement. Pour dire qu'effectivement, au départ, je croyais qu'il servait à rien. Et puis, non, mais effectivement, je fais du soin, comme m'explique Jean-Louis, le nez dans le guidon, à me dire qu'effectivement, j'ai un problème, c'est celui du malade qui est face à moi. Et heureusement que c'est le problème, parce que j'arrive quelquefois à le résoudre. Mais il est tout à fait clair que maintenant que je suis devenu chef de service, maintenant que j'exerce mes talents également dans la recherche clinique pour essayer d'améliorer la façon de faire des diagnostics, de mieux traiter, j'ai chaque fois besoin d'un médecin de santé publique. Et ils sont mes référents systématiques lorsque j'ai besoin de savoir combien de patients de tel type je soigne par an, de quelle façon je les traite, quel est effectivement le type de population que je reçois. Il est tout à fait clair que j'ai besoin de ce médecin de santé publique qui m'accompagne à l'hôpital. J'ai à l'hôpital des médecins de santé publique qui s'occupent de cela. Et donc, on en a besoin constamment maintenant. En gros, Jean-Robert, Oui. il agit et il a auprès de lui, et c'est un élément restrictif, mais je l'assume, tous ceux qui mesurent le besoin, qui mesurent l'efficacité, qui mesurent le coût et le rapport coût-efficacité. Une des dimensions de la santé publique, c'est la relation entre l'action en santé et la mesure de cette action. Alors, pour mesurer, il faut des indicateurs. Ouais. Quels sont les indicateurs que vous utilisez? Il faut mesurer, bien sûr, des éléments factuels. Les chiffres de sa tension, est-ce qu'on l'améliore vraiment? Est-ce qu'il a simplement l'impression d'être mieux traité ou est-ce qu'il est mieux traité dans le temps? Est-ce que le fait d'avoir réduit sa tension le prolonge en termes d'années de vie? Mais ça, c'est une analyse très factuelle. Le deuxième élément, parce que ce n'est pas n'importe quel sujet auquel on s'aborde, c'est de l'humain avec toute son épaisseur humaine, et il faut qu'on voit quelle est la qualité de vie de cet individu. Et pour reprendre l'exemple de l'hypertension, il y a un merveilleux médicament de l'hypertension qui rend les hommes, particulièrement sujets à l'hypertension, impuissants. S'ils sont guéris de leur hypertension, mais qu'ils sont devenus impuissants, est-ce qu'ils sont bien? Non! Donc il faut prendre l'ensemble des mesures, et la qualité de vie de l'individu doit être également mesurée. C'est beaucoup plus difficile à faire, c'est beaucoup plus délicat parce que ça n'a pas le côté binaire oui-non, il faut qu'on y mette toute une série de nuances, mais ces indicateurs sont rigoureusement nécessaires. Alors, pour évaluer la santé d'une population en général, il y a des indicateurs du genre le taux de mortalité, le taux de natalité. C'est loin des choses d'être comme ça. négligeable. Est-ce oui. que ce sont des indicateurs que vous Mais utilisez bien tous sûr, les jours? tous les jours.
tous les jours. Alors, dans cette panoplie-là, qu'est-ce Mais- que vous avez? Mais par exemple, alors, vous voulez vraiment que je vous décline Non, tout? pas tout, mais Alors, parce quelques que- grands Non, indicateurs. je vais vous en donner un seulement, D'accord. ou deux, qui sont des indicateurs factuels lourds, forts. Le taux de natalité, le taux de mortalité. On ne peut pas faire... Ça, on ne peut pas éviter. On peut pas, on n'y coupe pas. Mais ce qui est passionnant, c'est que dans tous les pays du monde, le taux de mortalité infantile, par exemple, décroît. Ceci dit, quand on voit le Zimbabwe d'un côté et quand on voit la France à l'autre extrémité, dans les deux cas, ça baisse, mais dans les deux, on passe de 15% dans un cas à 0, quelque chose pour 1000 dans l'autre. Il n'y a, pas Il y a une photo, c'est disparité très disparité. importante, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ça baisse. Et quand par hasard, imaginez un pays dans lequel le taux de mortalité monterait, eh bien, c'est comme ça que Todd a décrit en 1976, a annoncé la fin de l'Empire soviétique, parce que c'était le seul pays au monde où il y avait augmentation de la mortalité infantile. Et il a dit, quand un pays est géré de cette façon-là, il est foutu. Et à ce moment-là, tout le monde a ri, parce que c'était le grand moment de la puissance russe, soviétique. Et il a publié son bouquin, La fin de l'Empire soviétique, en 1976, parce qu'il a analysé, c'est vous dire la puissance de ces indicateurs. Je vous en donne un, je pourrais multiplier les choses, mais c'est d'une puissance extrême. Ceci dit, si on se limite à ça, c'est quand même assez grossier. Et il est indispensable, à partir de ces indicateurs très brutaux, mais très puissants, d'avoir à l'autre extrémité des indicateurs de qualité de vie délicats pour savoir est-ce que je sens mieux dans ma peau, est-ce que je me sens mieux dans mon couple, est-ce que je me sens mieux dans ma famille, est-ce que je me sens mieux dans mon boulot, ce qui sont des éléments beaucoup plus difficiles à mesurer, mais tout aussi importants. Vous êtes en quelque sorte des météorologistes de la santé, si je puis dire. J'assume totalement. Et si en plus on pouvait faire les mêmes progrès en météo qu'on a vu faire depuis 20 ans, je serais assez content. Jean-Robert Harlay? Oui, j'allais rajouter des qualiticiens de la médecine. C'est également... Qualiticien de la médecine. Vous avez d'autres qualificatifs? Je parlerai plutôt de l'individu moyen quant à ma... On va y venir, l'individu moyen. Mais moi, je voudrais savoir, encore une petite précision, Jean-Louis Sammarco, à partir de quel seuil sur un problème particulier, ce problème devient un problème de santé publique? À partir de quel seuil statistique, évidemment? Je vous dis vraiment le fond de ma pensée? Oui, bien sûr. Cette question est hors question. Parce que vous envisagez, votre prérequis, c'est qu'un problème devient un problème de santé publique, soit parce qu'il touche une grande partie de la population, soit parce qu'il devient très cher, soit parce qu'il est émergent, soit parce qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas ça le problème. Un problème de santé est un problème de santé publique quand il est analysé de façon globale. Oui, mais donc à ce moment-là, n'importe quel problème peut être un problème de santé publique. Merci. Voilà, vous avez ma réponse. D'accord. Mais vous l'avez exprimé mieux que moi. Ceci dit, pour la société qui est justement près de son argent et près de ses comptes, les choses ne sont pas toujours de cette façon-là. Mais bien sûr que si. Et il va de soi que je ne vais pas m'amuser à faire de l'histoire sainte en disant qu'on ne s'occupe pas de l'argent. Bien sûr qu'on s'en occupe. Et bien sûr qu'à problème identique, si une solution est plus chère que l'autre, j'aurais tendance à préconiser la moins chère pour la communauté, ne fût-ce que parce que sinon on ne pourra pas l'appliquer si elle est trop chère pour nos moyens. Exemple pratique, peut-on faire le dépistage du cancer du sein au Burkina Faso? La réponse est non. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont d'autres priorités. Le dépistage, pour reprendre cet exemple, c'est une preuve de la richesse et de la qualité des relations à l'intérieur d'une société qui fait qu'on s'intéresse à la santé des autres. Et c'est donc au niveau de la relation entre les individus que je verrai cette politique. Mais pour qu'on puisse arriver à ce niveau de relation, encore faut-il qu'on ait les moyens. Donc la vision économique est indispensable. Et si la réponse économique n'est pas positive, bien sûr qu'on ne se posera pas le problème. Alors, on parle de l'individu moyen un peu maintenant. Pierre Lecause, qu'est-ce que c'est qu'un individu moyen? C'est-à-dire que le défaut, finalement, de la conversion quantitative, c'est qu'on est obligé de raisonner en termes d'individus moyens. Et forcément, c'est la limite de l'instrument de mesure de créer une fiction. On pourrait penser un peu, pour prendre une image, à un individu qui aurait la tête dans le four et les pieds au congélateur, et on dirait qu'il est à température normale. Et bon, donc il y a toujours une tension, voire une réticence à l'égard des calculs de santé publique, du fait que l'homme n'aime pas tellement les statistiques, les chiffres. Vous voyez votre voisin qui part à son bureau de tabac de proximité, il va faire son loto. Vous lui rappelez qu'il a une chance sur 14 millions de gagner les 6 numéros.
Mais Il ça ne va va faire pas quand le même. dispenser Bien d'aller sûr, là-bas. bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, aussi nécessaire qu'elle soit, la santé publique n'a pas puissance, n'a pas le pouvoir de charger émotionnellement, de motiver les individus, car c'est un objectif qui est un peu trop abstrait, un petit peu trop mathématique par rapport à l'immédiateté de leur passion. Donc l'individu moyen n'existe pas. Tout le monde est un cas particulier. Il existe pour la santé publique, il y en a besoin pour faire ces statistiques, mais ensuite on rencontre... Mais c'est une réalité virtuelle. C'est une réalité Jean-Louis virtuelle. Sammarco. Besoin pour l'économie, il y en a besoin pour l'épidémiologie. Dans une vision de santé publique, si vous voulez bien admettre ma définition globale, dans laquelle le rêve, le plaisir et le bonheur sont intégrés et donc individuels, il va de soi que je ne me restreins pas à cet individu moyen. Quand j'ai besoin de le mesurer, je prends cette restriction dont j'ai parfaitement conscience que c'est une restriction. Alors, j'ai l'impression, quand je vous entends parler là tous les deux, qu'il y a quand même une opposition assez forte entre individus et collectifs et que quelque part, ça ne va pas ensemble. Parce que vous avez, vous, Jean-Louis Sammarco, une vision très généreuse des choses. Dans votre globalité, en parlant du plaisir, de la santé, du bonheur, de la qualité de vie, en laissant, même si vous ne les laissez pas réellement, les comptes de côté, on a quelque part deux façons de voir les choses. Moi, je voudrais me demander à Simone Nicolas, puisque vous représentez la mutualité en quelque sorte à cette table, la mutualité, il faut bien faire l'addition quelque part, il faut bien compter, il faut bien gérer les choses, puisque sinon, vous n'allez pas pouvoir couvrir le risque, entre guillemets, que représente chacun des individus. Et pour couvrir ce risque, vous regardez les chiffres de la santé publique en général. Qu'est-ce qu'il en est précisément ? Alors, non, le souci de la mutualité, c'est quand même d'avoir un rôle d'acteur en santé publique, finalement, puisque, j'allais dire, dans les cotisations des adhérents, il y a une partie qui va financer des actions de prévention. Donc, on ne peut pas dire que l'adhérent va retrouver vraiment dans sa cotisation une action individuelle, mais il y a une action qui est de prévention qui est faite à l'égard de la totalité de la population. Donc, quelque part, votre mutuelle s'investit aussi pour pouvoir offrir, en quelque sorte, une part de santé publique, une quote-part de santé publique, si on peut dire ça comme ça. En quelque sorte, la mutualité française, j'allais dire, fait des actions à l'égard de la totalité de la population. Alors, Jean-Louis Sammarco. Ah oui, non, mais je crois que c'est important. Mais alors là, vous parliez de notion récente tout à l'heure. Il faut savoir que la notion même de fonds attribués directement à la prévention, c'est une notion récente. Le Fonds national de prévention date de 1994. Oui, et la sécurité sociale de 1945, 50 ans avant. Oui, tout à fait. Et un deuxième point qui est non négligeable également, dernier chiffre pour lequel j'ai des notions, 2500 € par personne et par an destinés aux soins, 50 € destinés à la prévention, toutes sources confondues. 98% des dépenses sont faites pour le soin, à tel point même qu'on parle de système de santé, là où il s'agit d'un système de soins. C'est-à-dire qu'on assimile, qu'on considère comme synonyme le soin et la santé. Et vous m'excuserez, mais vous comprenez pourquoi je me base sur les notions de définition. La santé ne se limite pas aux soins, heureusement. Je vous signale, et c'est un scoop, la plupart des gens sont quand même plus souvent en bonne santé que malades. La plupart des gens sont en dehors, et ça il faudrait le rappeler aux médecins hospitaliers, fort heureusement en dehors de l'hôpital, que dans les hôpitaux. Et c'est ça aussi il faudra qu'on en parle quand on va parler de réseau, la façon d'envisager la personne. Vous me parlez de sa globalité. Il vit heureusement chez lui, dans sa famille et dans son entourage, plus souvent qu'avec les médecins, et fort heureusement pour lui. Alors, Pierre Lecoz, pour conclure, éthique et santé publique, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de paradoxe ou peut-être même une utopie à ce moment-là ? Éthique, j'aime bien le rappeler, veut dire ethos, espace humainement habitable. Alors, la question est de savoir si nous voulons d'un monde, et ce serait peut-être le rêve de tout médecin de santé publique, où les gens seraient rationnels, raisonnables, responsables, et donc prendraient toutes les mesures qui s'imposent pour avoir des conditions de vie tout à fait décentes. Et puis, quand on s'interroge malgré tout à ce que l'histoire du vin, de toutes sortes de choses peu recommandables pour la santé ont entraîné comme créateur, comme écrivain, comme peintre, etc. On se dit que peut-être il faut rester mesuré, pondéré et ne pas tomber non plus dans une sorte de totalitarisme hygiénique, mais je ne pense pas que ce soit non plus le rêve de
d'un médecin de santé publique. Je parlerai plutôt d'un fantasme politique. J'espère bien, mais je vais reprendre même, pour finir, parce qu'il est l'inventeur du vin. Pour autant qu'on sache, mes sources sont bibliques. Noé, quand il a découvert la vigne, quand il a inventé le vin, il l'a testé et il a eu une ivresse célèbre. À la suite de laquelle, d'ailleurs, 2 de ses fils respectueux, et retournés parce qu'il était non seulement ivre-mort, mais nu, sont très respectueusement, pour ne pas le regarder, de dos, sont allés le couvrir sa nudité et sa honte. Mais nom de Dieu, quand il y a la possibilité à la fois d'avoir sauvé la vie sur la terre, d'avoir inventé la vigne, après avoir découvert le vin et le rencontré pour la première fois, qu'il y ait cette explosion et cette fête exceptionnelle, et éventuellement avec cette ivresse exceptionnelle, mais c'est nécessaire. La fête est indispensable avec ses excès. Ce qui est dangereux, c'est que les excès soient dangereux en tant que tels, ou par leur répétition, ou par leur intensité. Mais une vie dans laquelle il n'y aurait plus de vin, plus de fêtes, plus de produits qui donnent du plaisir, mais je ne me la souhaite pas, et je ne la souhaite à personne. Oh, bien sûr, Pour que le bonhomme soit heureux, il faut que de temps en temps, il puisse s'exploser. Rarement. Sur ces mots, nous allons conclure et nous nous retrouvons demain pour parler de vaccination, d'épidémie et de pandémie. Je vous donne donc rendez-vous demain sur Questions d'éthique pour parler de santé publique. À demain.